Le 6 août 1945, une seule bombe a détruit Hiroshima et a tué 70 000 personnes en quelques secondes. Le haut commandement japonais a reçu les rapports et les a complètement rejetés. Le général Korechika Anami a déclaré qu'il était physiquement impossible. D'autres militaires japonais ont insisté sur le fait que les Américains mentaient pour forcer une reddition. Ce n'est que lorsque le physicien Yoshio Nishina a confirmé la vérité, 3 jours plus tard, que les dirigeants japonais ont compris qu'ils faisaient face à une arme qui changeait les règles de la guerre pour toujours. Le Japon avait la 3e économie industrielle la plus grande du monde et maintenait 4 millions de soldats en armes. Ces généraux prévoyaient de résister à une invasion alliée qui coûterait des millions de vies japonaises. Mais 2 bombes atomiques ont détruit ces calculs en moins d'1 semaine. L'empereur Hirohito, qui n'était jamais intervenu directement dans les décisions militaires, a pris le contrôle et a annoncé la reddition. Quelles conversations secrètes ont eu lieu entre les généraux japonais lorsqu'ils ont découvert la vérité sur les bombes atomiques? Pourquoi certains militaires ont-ils continué à s'opposer à la reddition même après Nagasaki? Comment l'empereur a-t-il réussi à convaincre ses généraux d'accepter la défaite? Dans les premières heures de l'aube du 6 août 1945, la routine matinale au quartier général de l'armée impériale japonaise à Tokyo suivait les protocoles habituels d'une nation en guerre. Les officiers de communication examinaient les rapports nocturnes, classant les incursions aériennes ennemies selon leur ampleur et leur importance. Hiroshima, une ville industrielle de 350 000 habitants sur la côte ouest de Honshu, avait signalé la présence de quelques bombardiers américains peu de temps après 8 heures du matin. C'était un événement si courant qu'il ne méritait à peine une attention particulière. Le lieutenant-général Seizo Arisue, chef du renseignement militaire, examinait des documents dans son bureau lorsque le premier message est arrivé de la région de Chugoku. Le rapport était déroutant par sa brièveté. Contact perdu avec le commandement régional de Hiroshima. En temps normal, cela aurait indiqué une coupure des communications, peut-être à cause de bombardements conventionnels qui ont endommagé les lignes téléphoniques ou les stations de radio. Cependant, la rapidité et l'exhaustivité du silence étaient étranges, même selon les normes de la guerre totale que le Japon avait expérimentées pendant des mois. Les opérateurs radio de la station centrale de communication militaire tentaient de rétablir le contact avec leurs homologues à Hiroshima sans succès. Les signaux qu'ils envoyaient dans le vide ne recevaient aucune réponse, comme si toute la ville avait disparu de la carte des communications militaires. Ce phénomène était techniquement impossible selon l'expérience accumulée de nombreuses années de bombardements alliés. Même les attaques les plus dévastatrices des bombardiers Boeing B-29 avaient toujours laissé quelques lignes de communication fonctionnelles. Le ministre de la Guerre, le général Korechika Anami, a été informé de la situation anormale alors qu'il prenait son petit déjeuner dans sa résidence officielle. Sa première réaction fut plus d'irritation que de préoccupation. Les problèmes de communication étaient fréquents pendant les bombardements intenses et ses subordonnés devaient être capables de résoudre ces interruptions sans impliquer la direction supérieure. Il a ordonné que la situation soit examinée par des canaux alternatifs et a poursuivi ses activités matinales. Cependant, les tentatives d'obtenir des informations par des voies alternatives ont également échoué. Les stations de radio civiles dans des villes proches d'Hiroshima avaient signalé un éclat lumineux inhabituel suivi d'une explosion d'une ampleur extraordinaire. Les témoignages en provenance de populations périphériques parlaient d'une lumière plus brillante que le soleil et d'une explosion qui avait été ressentie à des kilomètres de distance. Le Major General Makoto Onodera, responsable de la défense aérienne métropolitaine, a reçu des appels d'observateurs militaires stationnés sur des collines proches d'Hiroshima. Leurs rapports étaient si extraordinaires qu'ils ont d'abord été rejetés comme étant le produit de la confusion ou de la panique. Ils décrivaient un nuage en forme de champignon s'élevant vers la stratosphère, atteignant des altitudes qu'aucun observateur militaire n'avait jamais vues auparavant. Le nuage avait une couleur rougeâtre à sa base et s'étendait à une vitesse défiant la compréhension. Les premiers réfugiés qui ont réussi à sortir de la zone de dévastation sont arrivés à des postes militaires périphériques peu avant midi. Leurs témoignages étaient si dramatiques que les officiers chargés de recueillir des informations ont hésité à les transmettre à leurs supérieurs sans vérification supplémentaire. Ils parlaient d'une destruction complète et instantanée,
de bâtiments vaporisés et de blessures jamais vues auparavant. Les descriptions incluaient des personnes avec des brûlures qui ne correspondaient pas à des incendies conventionnels, avec des motifs qui suggéraient une exposition à une source de chaleur d'intensité inimaginable. Le docteur Tsunesaburo Asada, médecin militaire affecté à une base voisine, a été l'un des premiers professionnels à examiner les survivants. Ses observations cliniques l'ont laissé perplexe. Les blessures présentaient des caractéristiques qui ne correspondaient à aucun type d'armement connu. Les brûlures semblaient avoir été causées par une chaleur radiante instantanée, non par un feu conventionnel. De nombreuses victimes présentaient des symptômes inexplicables. Nausées sévères, perte de cheveux et faiblesse extrême qui ne correspondaient pas à leurs blessures visibles. Dans le bunker de l'état-major général à Tokyo, les informations fragmentaires ont commencé à former un motif préoccupant vers l'après-midi du 6 août. Le colonel Kakuei Kusayanagi, officier de renseignement spécialisé dans les armements ennemis, avait été en train de recueillir et d'analyser tous les rapports disponibles. Sa conclusion préliminaire était que les États-Unis avaient utilisé un type d'armement expérimental à destructif sans précédent. Cependant, ses supérieurs ont trouvé cette explication techniquement impossible selon les connaissances scientifiques disponibles pour le commandement japonais. Le général Yoshijiro Umezu, chef de l'état-major général, a convoqué une réunion d'urgence pour évaluer la situation. Les officiers présents représentaient des décennies d'expérience militaire accumulée, y compris des vétérans des campagnes en Chine et dans le Pacifique. Leur expérience collective en armement conventionnel les a amenés à chercher des explications alternatives pour les rapports d'Hiroshima. Certaines théories incluaient l'utilisation de multiples bombardiers coordonnés avec des bombes incendiaires de nouvelle génération, ou la possibilité que des dépôts de munitions aient explosé en chaîne amplifiant les dégâts initiaux. La résistance psychologique du haut commandement japonais à accepter la réalité d'une arme complètement nouvelle était compréhensible dans le contexte de sa formation militaire. Pendant des décennies, ils avaient étudié l'évolution graduelle des armements, où les améliorations incrémentales en pouvoir destructif suivaient des schémas prévisibles. L'idée d'un saut quantique en capacité destructrice contredisait leur compréhension fondamentale de la façon dont la guerre moderne fonctionnait. La première nuit après Hiroshima s'est passée au quartier général de Tokyo avec un mélange de confusion administrative et de déni institutionnel. Les procédures militaires standards n'incluaient pas de protocole pour faire face à la disparition communicationnelle complète d'une ville importante. Les officiers d'état-major ont travaillé avec des cartes et des rapports, essayant de reconstruire ce qui s'était passé, mais leurs outils d'analyse étaient conçus pour évaluer des dommages conventionnels. L'ampleur et la nature de l'événement d'Hiroshima dépassaient leur capacité conceptuelle. Le lever du 7 août a trouvé le haut commandement japonais dans un état de déni systématique qui reflétait à la fois des limitations techniques et des mécanismes de défense psychologique. Le général Torashiro Kawabe, vice-ministre de la guerre, avait développé des théories alternatives qui pouvaient expliquer les rapports extraordinaires sans recourir à l'existence d'armes complètement nouvelles. Son analyse se basait sur des décennies d'expérience qui lui disaient que des sauts technologiques dramatiques étaient impossibles en temps de guerre. La première théorie formelle présentée à l'état-major suggérait que les États-Unis avaient coordonné une attaque massive utilisant des centaines de bombardiers équipés d'une nouvelle génération de bombes incendiaires. Cette explication permettait de maintenir les bombardements dans des paramètres techniquement compréhensibles tout en justifiant l'ampleur des dommages rapportés. Kawabe soutenait que la simultanéité de l'attaque avait créé une tempête de feu qui s'était propagée plus rapidement que d'habitude. Cependant, les données radar et d'observation visuelle du 6 août montraient uniquement la présence de 3 avions américains sur Hiroshima, un chiffre complètement inconsistant avec la théorie du bombardement massif coordonné. Les spécialistes en renseignement militaire ont été instruits pour chercher des preuves qui soutiendraient les théories conventionnelles, mais les faits contredisaient systématiquement leurs attentes. Le colonel Seizo Yamada, spécialiste des armements ennemis, a proposé une théorie alternative basée sur des explosifs chimiques de haute puissance. Sa hypothèse suggérait que les États-Unis avaient développé une bombe chimique expérimentale capable de créer des réactions en chaîne avec des matériaux industriels présents à Hiroshima. Cette théorie tentait d'expliquer à la fois l'ampleur de l'explosion
et les effets inhabituels rapportés chez les survivants. Durant le 7 août, des équipes de reconnaissance militaire ont été envoyées vers Hiroshima avec des instructions spécifiques de documenter des preuves soutenant les théories conventionnelles du haut commandement. Ces équipes avaient pour ordre de rechercher des cratères multiples indiquant un bombardement coordonné, des restes de bombes incendiaires ou des preuves de détonation chimique secondaire. Les premiers rapports des équipes de reconnaissance sont arrivés durant l'après-midi du 7 août et contredisaient fondamentalement les théories du haut commandement. Les officiers signalaient un unique point de détonation avec un cratère relativement petit. La destruction s'étendait en cercle concentrique depuis ce point central, créant un motif géométrique qu'aucun type de bombardement conventionnel ne pouvait produire. Les bâtiments les plus proches du centre avaient été complètement vaporisés, tandis que des structures à plus grande distance montraient des dommages directionnels pointant vers une seule source d'énergie explosive. Le général Anami a reçu ces rapports avec une frustration visible. Son expérience militaire lui disait que les schémas de destruction décrits étaient physiquement impossibles à réaliser avec des armements conventionnels, mais son cadre conceptuel n'incluait pas d'alternatives viables. La tension entre les évidences empiriques et les limitations conceptuelles a créé un état de négation institutionnelle où les rapports contradictoires étaient réinterprétés ou minimisés. Les survivants qui continuaient d'arriver dans des bases militaires périphériques présentaient des symptômes que les médecins militaires ne pouvaient pas expliquer de manière satisfaisante. Le docteur Masao Tsuzuki, consultant médical de l'armée, a été convoqué pour examiner les survivants et fournir une explication médicale. Son évaluation initiale suggérait une exposition à un type d'agent chimique inconnu, mais les échantillons de sang et de tissu présentaient des caractéristiques qui ne correspondaient à aucun agent connu. La négation du haut commandement était également renforcée par des considérations de morale militaire et civile. Admettre que les États-Unis possédaient une arme de pouvoir destructif complètement nouvelle aurait impliqué de reconnaître un avantage technologique qui rendait impossible la poursuite effective de la guerre. Cette réalité était psychologiquement inacceptable pour des dirigeants militaires dont l'identité professionnelle était liée à la capacité de défendre la nation japonaise. Cependant, dans des conversations privées entre les dirigeants les plus seniors, des doutes vont commencer à surgir concernant les explications officielles. Le général Umezu a exprimé une inquiétude privée quant à la possibilité que les États-Unis aient développé des capacités d'armement complètement nouvelles. Ces commentaires reflétaient une tension croissante entre la nécessité de maintenir le moral des troupes et la responsabilité d'évaluer réalistement les capacités ennemies. Pendant ces 48 heures critiques, la machine administrative militaire japonaise a fonctionné dans un état de négation institutionnelle qui reflétait à la fois des limitations techniques réelles et des mécanismes psychologiques de défense. L'ampleur du changement impliqué par l'existence d'armes nucléaires nécessitait une réévaluation complète de concepts fondamentaux sur la guerre, la technologie et la survie nationale. La arrivée du physicien Yoshio Nishina au quartier général de l'armée impériale le 8 août 1945 a marqué le moment où le déni institutionnel du haut commandement japonais a été confronté à une analyse scientifique rigoureuse. Nishina, directeur de l'Institut de recherche physique et chimique du Japon, avait été convoqué spécifiquement pour fournir une évaluation technique indépendante des événements à Hiroshima. Sa réputation en tant que physicien japonais le plus averti en physique nucléaire faisait de lui l'autorité scientifique la plus qualifiée disponible. La rencontre initiale entre Nishina et l'état-major général a immédiatement révélé l'écart conceptuel entre la perspective militaire conventionnelle et la connaissance scientifique avancée. Les modèles de destruction décrits dans les rapports militaires étaient conformes à ses connaissances théoriques sur la fission nucléaire, une possibilité qu'il avait considérée depuis 1940, mais qu'il avait cru techniquement impossible à mettre en œuvre pendant la guerre. La décision d'envoyer Nishina personnellement à Hiroshima pour une recherche directe a été prise après de vifs débats internes. Le haut commandement espérait que son analyse scientifique soutiendrait les théories conventionnelles qu'ils avaient développées. Cependant, Nishina lui-même avait commencé à soupçonner que les rapports décrivaient les effets d'une arme nucléaire. Le voyage de Nishina à Hiroshima le 9 août s'est réalisé dans des circonstances extraordinaires.
Son avion militaire a survolé des paysages montrant des dégâts de bombardement conventionnels jusqu'à ce qu'il approche d'Hiroshima, où le panorama a changé de manière spectaculaire. Vu du ciel, la ville présentait un modèle de destruction totalement différent de tout bombardement que Nishina avait observé auparavant. La dévastation s'étendait en cercle parfait à partir d'un point central, avec des gradations de dommages correspondant exactement à ses calculs théoriques sur les effets d'une explosion nucléaire. La llegada de Nishina au site de l'explosion a immédiatement confirmé ses craintes scientifiques les plus redoutées. Le point de détonation présentait des caractéristiques impossibles à expliquer par des explosifs conventionnels. Les ombres de personnes et d'objets avaient été gravées de manière permanente sur des surfaces en béton par une chaleur radiante instantanée d'une intensité extraordinaire. Les métaux avaient été fondus et vaporisés dans des motifs nécessitant des températures de millions de degrés. Les mesures de radioactivité que Nishina a réalisées à l'aide d'instruments portables ont définitivement confirmé la nature nucléaire de l'armement utilisé. Les niveaux de radiation gamma au point de détonation étaient des centaines de fois supérieurs au niveau naturel, avec des motifs de distribution qui correspondaient exactement aux effets prédits par la théorie de la fission nucléaire. Cette preuve physique éliminait toute possibilité d'explication alternative basée sur des armements conventionnels. Au cours de ses recherches sur le terrain, Nishina a documenté méticuleusement des phénomènes qui ne pouvaient être expliqués que par une réaction nucléaire en chaîne. Les pierres avaient été partiellement vitrifiées par une chaleur instantanée extrême. Les objets métalliques montraient une magnétisation résiduelle cohérente avec une exposition à des champs électromagnétiques d'intensité extraordinaire. Les échantillons de sol contenaient des isotopes radioactifs qui n'avaient pu être créés que lors de la fission nucléaire. La recherche des effets biologiques a révélé des schémas de dommages cellulaires que Nishina a reconnus comme étant conformes à une exposition à des radiations ionisantes. Les survivants présentaient des symptômes du syndrome d'irradiation aiguë, qui avaient déconcerté les médecins militaires, mais étaient parfaitement compréhensibles du point de vue de la physique nucléaire appliquée au système biologique. L'analyse scientifique de Nishina a également révélé l'efficacité extraordinaire de l'armement nucléaire comparé aux explosifs conventionnels. Ces calculs indiquaient qu'une seule bombe avait libéré une énergie équivalente à environ 20 000 tonnes d'explosifs conventionnels, une concentration de pouvoir destructeur qui aurait nécessité des centaines de bombardiers utilisant des armements traditionnels. La préparation du rapport technique de Nishina pour le haut commandement nécessitait de traduire des concepts scientifiques avancés en une terminologie militaire compréhensible sans minimiser les implications stratégiques catastrophiques. Son rapport expliquait que les États-Unis avaient réussi à mettre en œuvre techniquement la fission contrôlée de l'uranium ou du plutonium pour créer une arme de pouvoir destructeur sans précédent dans l'histoire humaine. La bombe d'Hiroshima ne représentait pas une amélioration incrémentale des armements existants, mais une révolution complète dans les capacités destructrices disponibles pour la guerre moderne. Les implications stratégiques du rapport de Nishina étaient immédiatement évidentes pour tout officier militaire ayant une compréhension basique de la logistique et de la planification. Si les États-Unis possédaient la capacité de détruire des villes entières avec des aéronefs individuels, les stratégies défensives japonaises basées sur une défense territoriale conventionnelle devenaient complètement obsolètes. Le général Hanami a reçu le rapport de Nishina avec un mélange de compréhension intellectuelle et de résistance émotionnelle qui reflétait le traumatisme psychologique de reconnaître que la situation militaire du Japon avait fondamentalement changé en une seule journée. Sa première réaction a été de demander une confirmation indépendante des conclusions scientifiques, une réponse compréhensible, mais qui reflétait également une résistance inconsciente à accepter des implications qui rendaient impérative une considération sérieuse de reddition inconditionnelle. La science avait confirmé ce qui avait d'abord semblé impossible. Les États-Unis possédaient des armements capables de détruire la civilisation japonaise sans nécessité d'invasion territoriale. Cette réalisation a contraint à une réévaluation fondamentale des objectifs militaires, de la survie nationale et de la responsabilité envers la population civile qui dépendait de ces décisions stratégiques. Le 9 août 1945 s'est levé avec le haut commandement japonais, encore en train de traiter les implications dévastatrices du rapport scientifique de Nishina sur Hiroshima. Cependant,
avant qu'il ne puisse compléter une évaluation stratégique complète, les événements se sont accélérés d'une manière qu'aucun planificateur militaire n'avait anticipée. Les premiers signes que quelque chose d'extraordinaire se produisait à nouveau sont arrivés à Tokyo peu après 11 heures du matin, lorsque les opérateurs de radio ont reporté une perte soudaine de communication avec des installations militaires dans la région de Kyushu, spécifiquement autour de Nagasaki. Le colonel Tibet Sasaki, officier des communications de l'état-major général, a immédiatement reconnu les similarités avec les événements du 6 août. Son rapport au général Umezu incluait l'observation critique que la perte de communication était survenue instantanément dans une vaste zone géographique, un modèle qu'il savait maintenant être cohérent avec l'utilisation d'armements nucléaires. Cette fois, cependant, le haut commandement japonais n'avait pas le luxe de l'ignorance sur les capacités d'ennemis. La confirmation que Nagasaki avait subi le même destin que Hiroshima est arrivée en quelques heures, pas en jours comme cela s'était produit auparavant. Les équipes de reconnaissance ont rapporté une observation visuelle du nuage caractéristique en forme de champignon qui indiquait maintenant une détonation nucléaire. Les rapports incluaient des détails techniques spécifiques qui confirmaient que les États-Unis avaient utilisé un deuxième dispositif nucléaire, probablement de conception différente de celui utilisé à Hiroshima. La simultanéité du deuxième bombardement nucléaire avec l'invasion soviétique de Mandchourie a créé une crise stratégique multiple qui a complètement fait s'effondrer les plans défensifs japonais. L'invasion soviétique, déclenchée dans les premières heures du 9 août, représentait la matérialisation du cauchemar stratégique japonais, une guerre sur deux fronts contre des ennemis disposant de ressources quasiment illimitées. La combinaison des armements nucléaires américains et de l'offensive terrestre soviétique éliminait tout scénario réaliste pour la continuation effective de la résistance militaire. Le général Kawabe, en charge de la planification défensive pour les îles principales, a été confronté à la réalité que ses stratégies étaient devenues complètement irrélevantes en l'espace de 3 jours. Les plans japonais étaient basés sur la capacité d'infliger suffisamment de pertes aux forces d'invasion américaines pour forcer des négociations qui préservaient un certain degré d'autonomie nationale. Cependant, les armements nucléaires permettaient aux États-Unis de dévaster la capacité défensive japonaise sans risquer des forces terrestres significatives. Les calculs stratégiques qui ont suivi le bombardement de Nagasaki ont révélé le désespoir total de la situation militaire japonaise. Si les États-Unis possédaient plusieurs armes nucléaires et la volonté de les utiliser contre des villes, ils pouvaient systématiquement détruire tous les centres industriels et administratifs japonais sans nécessité d'invasion territoriale. Les planificateurs militaires ont estimé que la poursuite de la guerre dans ces circonstances entraînerait la destruction complète de la civilisation japonaise en l'espace de semaines. La question du nombre d'armes nucléaires possédées par les États-Unis est devenue centrale dans les débats du haut commandement pendant les heures suivant Nagasaki. Les analystes du renseignement n'avaient pas d'informations fiables sur la capacité de production nucléaire américaine, mais la rapidité avec laquelle ils avaient utilisé un deuxième dispositif suggérait qu'ils possédaient un arsenal significatif. La possibilité qu'il y ait une 3e, 4e ou 10e bombe nucléaire transformait la planification militaire d'exercices stratégiques en spéculation sur la survie nationale. Le ministre de la Marine, l'amiral Mitsumasa Yonai, a proposé lors d'une réunion d'urgence que le Japon demande immédiatement des termes de reddition avant que les États-Unis n'utilisent des armes nucléaires supplémentaires. Son argument était basé sur des calculs navals concernant l'impossibilité de défendre les lignes d'approvisionnement japonaises contre des ennemis capables de détruire instantanément des ports et des chantiers navals sans risquer les propres forces navales. Cependant, des éléments au sein du haut commandement, en particulier des officiers de l'armée dirigés par le général Hanami, ont maintenu une résistance à la reddition inconditionnelle, même après Nagasaki. Leurs arguments reposaient sur des concepts traditionnels d'honneur militaire et la croyance que la mort au combat était préférable à la capitulation sans condition. Cette position reflétait des cadres conceptuels où la survie nationale était subordonnée à des principes abstraits d'honneur martial. L'invasion soviétique de Mandchourie ajoutait une dimension supplémentaire d'urgence aux délibérations du haut commandement. Les forces japonaises en Mandchourie, considérées comme les plus efficaces de l'armée impériale, étaient systématiquement détruites par des offensives soviétiques coordonnées. La perte de Mandchourie éliminait le dernier espoir japonais de maintenir des ressources territoriales suffisantes
pour des négociations préservant quelque chose de l'Empire japonais original. Les rapports de progrès soviétiques ont confirmé que l'Union soviétique avait engagé des ressources massives pour achever la destruction des capacités militaires japonaises sur le continent asiatique. La vitesse et la coordination de l'offensive soviétique suggéraient une planification extensive en coordination avec les alliés occidentaux, éliminant tout espoir japonais de créer des divisions parmi leurs ennemis pour obtenir des conditions de reddition plus favorables. Pendant la nuit du 9 au 10 août, le haut commandement japonais a été confronté à la réalisation que sa nation était complètement entourée par des ennemis dotés de capacités destructrices qui dépassaient tout ce qui avait été expérimenté dans l'histoire militaire précédente. Les États-Unis possédaient des armes capables de détruire des villes instantanément, tandis que l'Union soviétique avait démontré sa capacité à anéantir des armées entières sur le territoire continental. La poursuite de la résistance militaire, dans ces circonstances, ne représentait pas un héroïsme stratégique, mais une irresponsabilité envers la population civile japonaise. La crise stratégique créée par les bombardements nucléaires consécutifs et l'invasion soviétique de la Mandchourie a forcé le leadership japonais à une série de réunions secrètes qui détermineraient le destin de la nation. Le Conseil suprême pour la direction de la guerre, connu sous le nom informel des Six Grand, s'est réuni en session d'urgence dans l'après-midi du 9 août dans des conditions de sécurité extraordinaires. Les participants représentaient les plus hautes autorités civiles et militaires de l'Empire. Le premier ministre Kantaro Suzuki, le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo, le ministre de la guerre général Anami, le ministre de la Marine amiral Yonai et les chefs d'état-major de l'armée et de la marine. L'atmosphère lors de ces réunions reflétait l'ampleur sans précédent des décisions qui devaient être prises. Pour la première fois dans l'histoire japonaise moderne, le leadership national était confronté à la possibilité réelle de capitulation inconditionnelle devant des ennemis étrangers. Cette perspective contredisait non seulement des siècles de tradition militaire, mais aussi les fondements idéologiques de l'État japonais moderne, qui reposaient sur des concepts d'invincibilité impériale que les événements récents avaient complètement démolis. L'empereur Hirohito avait traditionnellement maintenu une position de réserve cérémonielle dans les débats stratégiques, permettant au leadership militaire et civil de prendre des décisions opérationnelles tandis qu'il fournissait une légitimité symbolique. Cependant, la crise créée par les bombardements nucléaires nécessitait des décisions qui dépassaient l'autorité normale de ses conseillers. La survie de l'institution impériale et possiblement de la civilisation japonaise dépendait de décisions que seul l'empereur pouvait prendre légitimement. Les premières séances du Conseil suprême ont révélé des divisions fondamentales sur la manière de répondre à la nouvelle situation stratégique. Le ministre des Affaires étrangères, Togo, soutenait que la reddition immédiate était impérative pour prévenir toute destruction supplémentaire par des armes nucléaires. Sa position était basée sur une analyse réaliste des capacités ennemies et sur l'absurdité complète de la résistance continue. Cependant, des éléments militaires dirigés par le général Anami soutenaient que la reddition inconditionnelle était inacceptable même face à la perspective d'anéantissement nucléaire. La résistance militaire à la reddition était fondée sur des concepts traditionnels d'honneur qui avaient été fondamentaux pour l'identité de l'armée japonaise pendant des décennies. Pour des officiers comme Anami, la préservation de l'honneur militaire était plus importante que la survie physique, une perspective qui les rendait littéralement incapables de considérer la capitulation dans n'importe quelle circonstance. Cette position reflétait un conditionnement culturel si profond qu'il restait inflexible même face à des preuves accablantes que la poursuite de la guerre entraînerait un génocide national. L'empereur Hirohito a commencé à participer directement aux délibérations lors des sessions du 10 août, une intervention qui marquait une rupture avec les précédents constitutionnels traditionnels. Sa participation reflétait la compréhension que les décisions requises excédaient le cadre normal du gouvernement japonais et nécessitaient une autorité impériale directe pour être légitimée auprès de la population et des forces armées. Les débats au sein du Conseil suprême durant le 10 et 11 août se sont d'abord concentrés sur la possibilité de négocier des termes de reddition qui préservaient l'institution impériale et évitaient une occupation directe du territoire japonais. Cependant, les termes alliés spécifiés dans la déclaration de Potsdam exigeaient une reddition inconditionnelle sans garantie spécifique concernant l'avenir du système impérial.
Cette inflexibilité alliée éliminait les espoirs japonais de préserver quelque chose de l'ordre politique traditionnel à travers la négociation. La décision de l'empereur de procéder à la reddition sans condition a été prise lors d'une réunion impériale extraordinaire dans les premières heures du 12 août. Sa décision était fondée sur des calculs concernant la survie nationale qui transcendaient les considérations d'honneur militaire traditionnel. Hirohito avait conclu que la préservation de la population japonaise était plus importante que la préservation de formes politiques spécifiques, une position qui nécessitait l'abandon de principes qui avaient défini son règne pendant des décennies. La préparation du discours impérial de reddition nécessitait une élaboration soignée du langage qui communique la décision de capituler sans humilier inutilement le peuple japonais ou les forces armées. Le discours devait expliquer une décision qui contredisait des décennies de propagande sur l'invincibilité japonaise, nécessitant une narration qui rendait psychologiquement acceptable ce qui avait auparavant été littéralement impensable pour des millions de Japonais. Les enregistrements du discours impérial ont eu lieu dans des conditions de sécurité extrêmes durant la nuit du 14 au 15 août. Le processus d'enregistrement reflétait l'ampleur historique du moment. L'empereur du Japon mettait officiellement fin à une guerre qui avait coûté des millions de vies et transformé l'équilibre mondial des pouvoirs. Cependant, des éléments au sein de l'armée japonaise, dirigés par de jeunes officiers de l'état-major général, ont élaboré des plans pour empêcher la diffusion du discours de reddition par un coup d'État qui maintiendrait la guerre sous contrôle militaire direct. Ces officiers, dirigés par le Major Kenji Hatanaka, croyant que la continuation de la résistance était préférable même à l'annihilation nucléaire complète. La nuit du 14 au 15 août est devenue les heures les plus critiques de l'histoire japonaise moderne. Lorsque des conspirateurs militaires ont tenté de prendre le contrôle du palais impérial et d'empêcher la transmission du discours de reddition. Leur plan incluait l'assassinat d'officiers supérieurs qui soutenaient la reddition et la destruction des enregistrements impériaux. Le succès de leur conspiration aurait prolongé la guerre indéfiniment. La résistance aux conspirateurs est venue principalement d'officiers supérieurs comme le général Takeshi Mori, commandant de la garde impériale, qui a été assassiné par les putschistes lorsqu'il a refusé de coopérer avec leur plan. Cependant, la plupart de l'establishment militaire est resté loyal aux décisions impériales. La répression de la tentative de coup d'État a nécessité des heures de combat à l'intérieur du palais impérial, une situation sans précédent qui reflétait la profondeur des divisions au sein du leadership japonais. L'échec du coup d'État militaire a permis aux transmissions du discours impérial de se dérouler comme prévu le 15 août à midi. La décision de l'empereur de capituler sans condition du Japon a prévalu sur la résistance militaire fanatique, établissant le précédent selon lequel des considérations de survie nationale pouvaient être primées sur des traditions militaires même dans des circonstances extrêmes. Le midi du 15 août 1945 marqua un moment sans précédent dans l'histoire japonaise lorsque la voix de l'empereur Hirohito résonna à travers les radios dans tout l'Empire, communiquant la décision d'accepter les termes alliés de reddition inconditionnelle. La transmission, connue sous le nom de Gyokuon Oso ou transmission de la voix joyeuse, représentait la première fois que la majorité des sujets japonais avaient entendu directement la voix de leur empereur. Ce moment symbolisait non seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, mais également la fin d'une époque dans l'histoire japonaise qui avait commencé avec la restauration Meiji. La réaction initiale du peuple japonais au discours impérial reflétait des décennies de conditionnement culturel qui avaient présenté la reddition comme littéralement impossible pour une nation spirituellement supérieure. Des millions d'auditeurs ont éprouvé un choc psychologique en entendant l'empereur expliquer que la situation de guerre ne s'est pas nécessairement développée en faveur du Japon et qu'il était nécessaire de supporter l'insupportable pour réaliser la paix. Le langage diplomatique du discours tentait de minimiser l'humiliation de la défaite complète, mais la réalité de la capitulation était évidente pour tous les auditeurs. Dans les bases militaires à travers l'Empire japonais, la réaction des forces armées variait entre l'acceptation résignée et la résistance active. Les officiers qui avaient participé aux délibérations du haut commandement comprenaient les réalités stratégiques qui avaient rendu inévitable la capitulation. Cependant, de nombreux officiers subalternes et soldats ordinaires avaient été maintenus dans l'ignorance de la véritable situation militaire et ont réagi avec incrédulité et, dans certains cas, avec l'intention de continuer la lutte indépendamment des ordres impériaux.
Le général Hanami, qui avait résisté à la reddition jusqu'au dernier moment, a pris la décision de se donner la mort par seppuku pendant la nuit du 15 août comme expression finale de responsabilité pour la défaite militaire. Son suicide rituel représentait l'aboutissement logique d'une perspective militaire qui valorisait l'honneur abstrait sur la survie pratique. Néanmoins, sa décision de se suicider après la transmission impériale communiquait une acceptation finale de l'autorité impériale et décourageait toute résistance militaire supplémentaire. Les derniers actes de résistance à la reddition ont principalement eu lieu entre des unités militaires stationnées dans des territoires occupés, où les commandants locaux ont d'abord refusé d'accepter des ordres de capitulation qui contredisaient des décennies de conditionnement sur l'invincibilité japonaise. En Mandchourie, vers Shomeri, certains commandants de l'armée du Kwantung ont tenté de poursuivre la résistance contre les forces soviétiques même après l'annonce impériale. Cependant, ces épisodes ont été rapidement réprimés lorsque cela est devenu évident qu'ils ne recevaient pas de soutien du gouvernement central. La transition de la guerre totale à l'occupation étrangère nécessitait des changements administratifs et psychologiques dépassant l'expérience historique japonaise. Pendant les jours suivants, le 15 août, le gouvernement japonais a travaillé à mettre en œuvre des ordres de cessez-le-feu à travers un empire s'étendant des îles Kuriles au sud-est asiatique. La coordination de la reddition simultanée de millions de soldats japonais dispersés géographiquement représentait un défi logistique nécessitant une coopération entre anciens ennemis. La arrivée des premières forces d'occupation américaines au Japon pendant les semaines suivantes a marqué le début d'une transformation sociale et politique qui redéfinirait fondamentalement la société japonaise. Le général Douglas MacArthur, désigné comme commandant suprême des puissances alliées, a mis en œuvre des réformes qui ont démocratisé le système politique japonais et éliminé les structures militaristes qui avaient dominé la vie nationale pendant des décennies. Ces réformes ont représenté une révolution sociale imposée de l'extérieur, mais que de nombreux Japonais ont fini par accepter comme nécessaire pour la survie nationale. Les mois suivants ont révélé l'ampleur complète de la dévastation que le Japon avait subie pendant les dernières années de la guerre. Les principales villes avaient été systématiquement détruites par des bombardements conventionnels, tandis que Hiroshima et Nagasaki demeuraient comme des témoignages permanents du pouvoir destructeur des armes nucléaires. La reconstruction nécessiterait des décennies d'efforts nationaux dirigés, mais la survie de la population japonaise permettrait éventuellement de retrouver prospérité et influence internationale. Les réflexions ultérieures des protagonistes de l'état-major qui ont survécu à la guerre ont révélé divers degrés de compréhension des décisions prises durant août 1945. L'amiral Yonai a exprimé dans des mémoires ultérieures que la décision de capituler avait été correcte et nécessaire pour la survie nationale. Son point de vue reflétait une évaluation pragmatique qui priorisait des résultats concrets sur des abstractions idéologiques. Le Dr Nishina a poursuivi sa carrière scientifique pendant l'occupation et a émergé comme une figure importante dans le développement de la recherche nucléaire pacifique au Japon pendant les décennies suivantes. Son rôle crucial dans l'évaluation scientifique de Hiroshima avait fourni au haut commandement les informations techniques nécessaires pour prendre des décisions rationnelles concernant la reddition. Sans son analyse experte, la résistance militaire japonaise aurait pu continuer indéfiniment, entraînant une destruction nucléaire supplémentaire. La transformation du Japon depuis puissance militaire agressive jusqu'à nation pacifique, prospère durant les décennies suivantes, a montré que les décisions prises par le haut commandement durant le mois d'août avaient été correctes du point de vue de la survie nationale à long terme. L'acceptation de la défaite militaire totale avait préservé la continuité culturelle et sociale qui a rendu possible la reconstruction et la prospérité éventuelle. L'alternative d'une résistance continue jusqu'à l'anéantissement nucléaire aurait éliminé ces possibilités de manière permanente. Le legs des décisions prises durant le mois d'août de 1945 s'est étendu bien au-delà de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La démonstration du pouvoir destructeur des armes nucléaires a établi des modèles de dissuasion nucléaire qui ont influencé la politique internationale durant les décennies de la guerre froide qui ont suivi. La décision japonaise de se rendre face à la menace d'une destruction nucléaire totale a établi des précédents sur la manière dont les nations pourraient répondre à des menaces existentielles à l'ère nucléaire. L'histoire du haut commandement japonais pendant le mois d'août de 1945 illustre la difficulté fondamentale de prendre des décisions rationnelles sous stress extrême
lorsque les cadres conceptuels existants sont inadaptés pour comprendre de nouvelles réalités. La résistance initiale à accepter l'existence d'armes nucléaires reflétait des limitations réelles en matière de connaissances techniques, mais aussi des mécanismes psychologiques de défense qui opèrent lorsque la réalité dépasse la capacité de traitement mental. L'acceptation éventuelle de la nouvelle réalité et la prise de décision pragmatique basée sur la survie nationale représentent un cas d'étude sur la façon dont le leadership peut s'adapter à des circonstances complètement sans précédent lorsque la survie dépend de la flexibilité conceptuelle et de l'abandon d'idéologies obsolètes.